bienvenue dans le 23h dans l'actualité ce soir. En sa qualité de président de la conférence de l'UEMOA, le président de la République Alassane Ouattara a présidé les travaux de la 20e session ordinaire de l'Union à Lomé. La consolidation de la paix et la sécurité dans l'espace était au cœur de l'intervention du chef de l'État. La lutte contre la surcharge routière semble avoir porté ses fruits. 10 mois après la déclaration du 28 septembre 2017, la surcharge a pratiquement disparu. EcoPlus, notre dossier économique, planche sur cette question. Nous en saurons davantage dans quelques minutes. Ailleurs, les Comoriens ont approuvé à plus de 92% un référendum qui renforce les pouvoirs du président. Le projet adopté lundi permet au président d'effectuer 2 mandats de 5 ans consécutifs. Merci d'être avec nous pour cette demi-heure d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce soir aux environs de 19h. Il a été accueilli par le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État revient du Togo où il a pris part au sommet conjoint CEDEAO-CEEAC, au 53e sommet ordinaire de la CEDEAO et à la 20e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. La 20e session ordinaire de la conférence de l'UEMOA, dont le président Alassane Ouattara a présidé les travaux en sa qualité de président de la conférence de cette union. Le chef de l'État ivoirien est revenu sur l'importance de relever les défis liés au renforcement de la paix et de la sécurité dans l'espace. Le point de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Aboulin. Une préoccupation parmi tant d'autres. Il s'agit de la menace sécuritaire. Cette question à l'ordre du jour du sommet conjoint CEDEAO-CEEAC à Lomé, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y met l'accent aux travaux toujours dans la capitale togolaise de la 20e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Travaux qu'il préside en tant que président de la conférence de cette union. Le président Alassane Ouattara en saisit donc l'occasion pour en appeler à plus d'action et de solidarité face à ces problèmes sécuritaires qui n'épargnent aucun pays. Cette situation rappelle plus que jamais l'importance de la solidarité entre les États membres de l'Union et de la mise en œuvre effective du plan d'action pour la paix et la sécurité dans l'espace UEMOA, adopté le 5 juin 2016 à Dakar. Je voudrais, en votre nom à tous, saluer l'action du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité sous le leadership de son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Face à ces menaces devenues malheureusement récurrentes, le relèvement du défi de la stabilité, de la paix et de la sécurité est primordial dans notre Union, en raison du caractère de plus en plus régional et international des menaces qui pèsent sur nos pays. Il est impérieux de mutualiser nos efforts pour une réponse collective, car l'insécurité n'a pas de frontières. La Côte d'Ivoire, dans le cadre de son mandat et de sa prochaine présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre prochain, poursuivra ses efforts en faveur d'une plus grande mobilisation et d'un soutien ferme des grandes puissances et des Nations Unies aux opérations de paix de l'Union africaine et du G5 Sahel. J'ai la ferme conviction que la conjugaison de nos efforts, de nos forces et de nos moyens permettront d'assurer la quiétude et la sécurité dans notre Union. Par ailleurs, s'agissant de la situation économique de la zone UEMOA, le président Alassane Ouattara salue les avancées en demandant toutefois la consolidation des acquis. Aussi, le chef de l'État ivoirien, rappelant des tensions sociopolitiques dans certains pays, estime-t-il que le dialogue inclusif demeure le moyen le plus sûr pour un consensus national. Pour le président Alassane Ouattara, seule la préservation de la paix et la stabilité peut garantir le développement dans tous les pays. Nous restons à Lomé, capitale togolaise, où le chef de l'État a pris également part ce mardi à la 53e session ordinaire de la CEDEAO. Au nombre des nombreux sujets abordés figurait la question de la monnaie unique dans l'espace communautaire et l'élection d'un nouveau président de la conférence pour succéder au chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé.
La CEDEAO a sa 53e session ordinaire ce mardi 31 juillet 2018 à Lomé au Togo. En présidant les travaux, le chef de l'État togolais Faure Essozimina Gnassingbé, président en exercice de la conférence, s'est félicité de la présence des chefs d'État et de gouvernement au rang desquels le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. C'est l'occasion pour l'Ivoirien Jean-Claude Brou, en tant que président de la commission de la CEDEAO, d'exprimer sa gratitude envers les chefs d'État et de gouvernement de cette organisation et en particulier au président Alassane Ouattara pour son soutien à sa nomination lors de la 52e conférence en 2017 à Abuja au Nigeria. Jean-Claude Brou s'engage avec détermination à poursuivre les actions soutenues par ces chefs d'État et de gouvernement pour une CEDEAO conformément à leurs vœux. La réforme institutionnelle que vous avez décidée et déjà engagée sera poursuivie dans le sens de la rationalisation des opérations avec un accent plus important sur la mise en œuvre des programmes et leur impact sur les populations. J'évoque ces urgences en soulignant que nous y ferons face, comme pour tous les chantiers de la communauté, en parfaite collaboration avec les États membres et en exploitant les excellentes dispositions des partenaires à qui j'exprime ma gratitude pour leur accompagnement général et efficace. En définitive, il nous faut œuvrer pour réaliser l'ambition que vous avez pour notre région, à savoir celle d'une CEDEAO des peuples, c'est-à-dire une CEDEAO qui est un espace de liberté, de démocratie, de progrès pour le mieux-être partagé. La tâche est immense, mais elle n'est pas impossible. Sous votre leadership, nous sommes déterminés à apporter pleinement et résolument notre modeste contribution. Avant de prendre la parole, Jean-Claude Brou a prêté serment. Cela pour marquer, peut-on dire, sa prise de fonction officielle. Une prestation de serment suivie de celle des juges de la Cour de justice de la CEDEAO et qui constitue véritablement la première partie des travaux de cette 53e conférence. Quant à la deuxième partie, c'est à huis clos. Elle est consacrée à plusieurs points, notamment l'élection du nouveau président de la conférence. Juste pour rappeler que le chef de l'État togolais, Faure Essozimina Gnassingbé, préside cette 53e session en tant que président en exercice sortant. C'était le point de notre envoyé spécial, Jérôme Kofi Abolin. Sachez que le nouveau président de la CEDEAO est le président nigérien Muhammadu Buhari. Le prochain sommet de la CEDEAO est prévu en décembre prochain au Nigeria. En marge des différentes rencontres au sommet à Lomé, le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé une audience. Il a reçu ce mardi le président bissau-guinéen José Mario Vaz. Les échanges ont porté sur le retour de la stabilité en Guinée-Bissau. Nous restons avec Jérôme Kofi Abolin. Il est ce lundi à son hôtel, dans son séjour togolais, quand le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, reçoit le président de la Guinée-Bissau. La rencontre entre les deux chefs d'État s'est déroulée pendant une quinzaine de minutes avant la 53e session de la CEDEAO pour laquelle ils sont tous les deux dans la capitale togolaise. Le président bissau-guinéen dit être venu rencontrer son homologue ivoirien pour lui faire part de la situation stable que vit en ce moment son pays. On a visité notre grand président Ouattara pour l'informer sur la situation de Guinée-Bissau aujourd'hui. Pour l'informer et assurer que la situation est très calme. On est dans la situation vraiment que nous tous, on est contents. C'est ça que je viens informer le président Ouattara en tant que président de la conférence des chefs de l'État de l'UMOA. À noter que la Guinée-Bissau, pendant un moment, a vécu une crise constitutionnelle. Pour le président José Mario Vaz, le président Alassane Ouattara fait partie de ceux qui ont œuvré en vue d'un retour à la normalité dans son pays. On s'intéresse à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Royaume a célébré hier la fête du trône, fête qui commémore l'accession du roi Mohamed VI à la tête du Maroc. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan a participé aux festivités tenues ici à Abidjan. C'était l'occasion pour l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire de réaffirmer la volonté de son pays à continuer d'approfondir ses relations d'amitié et de coopération avec la Côte d'Ivoire. Mama Traoré. Voilà 19 ans que le roi Mohamed VI dirige le royaume du Maroc.
19 ans au cours desquels le Maroc a accompli des progrès remarquables sur la voie du développement économique et social. 19 ans qui ont vu le Maroc s'ouvrir sur le monde et développer sa coopération avec l'Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, depuis 2013, le royaume chérifien appuie la réalisation de plusieurs infrastructures comme le débarcadère de Loko-Dioro et le centre de formation multisectoriel de Yopougon, sans compter l'accroissement des investissements privés, ce qui fait du Maroc l'un des premiers partenaires économiques de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous constatons et nous ne pouvons que nous réjouir de la réalisation d'une myriade de projets en cours ou terminés, un portefeuille de projets importants en gestation et plusieurs dizaines d'entreprises marocaines de premier plan qui continuent d'investir, de former leurs cadres et employés, de contribuer tous les jours au renforcement des capacités de notre pays frère et enfin de participer avec dynamisme et détermination à la marche sereine et irréversible de la Côte d'Ivoire vers l'émergence. Pour toutes ces raisons, le vice-président Daniel Kablan-Duncan a tenu à être aux côtés de la communauté marocaine vivant en Côte d'Ivoire pour la 19e célébration de la fête du trône, fête qui commémore l'intronisation du roi Mohamed VI à la tête du royaume chérifien. Le monarque a été couronné le 30 juillet 1999. Rendons-nous à la primature où les lauréats de Africa Digital Revolution ont été présentés au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ils ont développé des solutions innovantes pour notamment la détection du cancer du sang et l'optimisation du trajet en bus. Gabriel Zani. Dans la salle A de la primature, la direction générale du groupe CIE, Compagnie ivoirienne d'électricité, entourée des membres du jury, et juste derrière, les étudiants lauréats de Africa Digital Revolution, une compétition d'étudiants et de start-up développeurs de solutions technologiques. Ces jeunes talents ont été présentés au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des domaines précis sont ciblés par leurs innovations. On a constaté que les médecins, pour détecter le cancer du sang, devaient fournir beaucoup d'efforts, compter certaines cellules immatures dans le sang, ce qui leur perdait énormément de temps. Alors, nous avons pensé à créer une application qui permettrait de compter ces différentes cellules à la place des médecins pour alléger leur travail. Une solution bien pratique pour la détection du cancer du sang, mais pas seulement. L'optimisation du trajet en bus à Abidjan, l'intégrité des taxes à payer pour le dédouanement des véhicules, des secteurs aussi visités par ces jeunes talents. À travers un ensemble de capteurs positionnés sur le feu, nous déterminons le nombre de véhicules présents sur une certaine distance et en fonction de ce nombre de véhicules, nous attribuons des temps de passage de façon dynamique. Et lorsque les feux tricolores tombent en panne, nous recevons sur nos serveurs des notifications qui nous permettent d'intervenir en moins de 24 heures pour Abidjan et en moins de 48 heures pour les villes de l'intérieur du pays. La solution que nous avons présentée se nomme FiscaChain. C'est une solution qui permet de gérer le processus de dédouanement des véhicules depuis le connaissement jusqu'à la délivrance de la vignette. En fait, cette solution va permettre d'offrir un peu plus de transparence au système actuel. Les grands lauréats d'Africa Digital Revolution, c'est 3 groupes d'étudiants et une start-up. Le but recherché dans ce regroupement de développeurs volontaires appelé Hackathon, répondre aux besoins de population. C'est de confronter les participants à des problématiques de recherche complexes et de challenges à forte composante technologique. C'est de former aussi les participants sur des thématiques innovantes et à forte valeur ajoutée et encourager enfin l'excellence et le savoir-faire local. L'intelligence artificielle, le trafic et management broking, ce sont les 3 thématiques retenues pour la première édition d'Africa Digital Revolution. Interrogés sur leurs innovations, c'est avec beaucoup de simplicité que ces étudiants ont expliqué leurs solutions devant les personnalités et la fierté de voir germer des talents pour la révolution digitale de demain, a animé le chef du gouvernement. Quand nous voyons donc des jeunes qui décident donc de s'investir comme vous, sur des compétitions de qualité, sur tout ce qui est réflexion, tout ce qui est intelligence, nous ne pouvons qu'être fiers et plutôt nous dire qu'il y a de quoi donc espérer donc pour la Côte d'Ivoire de demain, parce que c'est vous qui allez faire donc la Côte d'Ivoire de demain. Donc je voudrais vraiment donc vous féliciter pour le travail que vous avez effectué.
Développement de solutions innovantes au service des communautés, c'est la thématique d'Africa Digital Revolution 2018 lancée le 24 juillet dernier. La CIE a eu l'approbation du chef du gouvernement pour remettre le couvert en 2019. Place au dossier du jour. EcoPlus s'intéresse ce soir à la surcharge routière, un fait qui a pratiquement disparu au cours de ces derniers mois. La lutte contre la surcharge routière dans l'espace UEMOA est engagée depuis 2005 avec l'adoption du règlement 14 relatif à l'harmonisation des normes et des procédures de contrôle de gabarit, du poids et de la charge à l'essieu des véhicules lourds de transport de marchandises. Mais c'est seulement après la déclaration du 28 septembre 2017 que la lutte semble avoir porté ses fruits. Notre reporter Justine Saïdjike est allée faire son constat. Elle nous en parle dans ce dossier que je vous invite à suivre. La pratique de la surcharge routière dans les États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA est un fléau qui peut compromettre à moyen terme le développement du transport routier, principal support des échanges et de l'intégration régionale avec près de 90% du trafic de voyageurs. Le marché commun, outre l'harmonisation des législations, notamment en matière fiscale, repose sur deux grands piliers: la libre circulation des personnes et des biens et le droit d'établissement. Ça ne peut être effectif que lorsque on peut circuler librement d'un État à un autre dans l'espace de l'UEMOA. Donc c'est un patrimoine qui est utilisé avec une forte pression, et la pression est encore plus forte avec la surcharge qu'on a constatée sur les routes. En 2015, le taux moyen de camions en surcharge était de plus de 70%, avec une agressivité 5 fois supérieure à la norme, ce qui ramène la durée moyenne de conception des routes fixée à 15-20 ans à une durée de 5-7 ans. Cela entraîne évidemment des pertes d'investissement estimées entre 30 et 45 milliards de francs CFA et des coûts sociaux importants, notamment des pertes en vies humaines selon les États. Mais après la déclaration du 28 septembre 2017 des ministres en charge des infrastructures et des transports des États membres de l'UEMOA, du Ghana et de la Guinée, faite à Abidjan, la plupart des pays se sont mis au pas quant à l'élimination de l'extrême surcharge. En novembre 2017, les camions qui circulent avec une surcharge de 40% représentaient 10% du volume du trafic sur nos routes. Au 1er avril 2018, il ne représente qu'1%, c'est-à-dire vraiment marginal. C'est dire que vraiment les objectifs ont été atteints de cette période. Conformément à l'application de ces règlements, la Côte d'Ivoire s'est dotée de 7 postes de pesage. La station de pesage d'Alokwa, située sur l'autoroute du Nord, est la plus importante. Tous les camions de marchandises empruntant l'autoroute sont censés y faire un tour pour respecter le rituel. Lorsque le véhicule passe sur l'équipement de pesée, l'opérateur valide les données qui sont affichées à l'écran et on édite une fiche de verbalisation. La fiche de verbalisation permet de dire à l'opérateur, au transporteur, au chauffeur ce qu'il doit payer en fonction de son type de véhicule, en fonction de la charge qu'il transporte. Le camion de Koulibaly transporte 34 tonnes de ciment. En partance pour la ville de Korogo, il doit passer par la station de pesage d'Alokwa pour le contrôle de sa charge. Le règlement de 14, même les usines l'appliquent aujourd'hui. SCA, avant de charger le camion vide à l'entrée de l'usine, a pesé le camion doit prendre 34 tonnes de charge utile. Bon, vous voyez, ça c'est le ticket de pont de pesage. On nous fait payer une infraction de 9 000. C'est ce qu'on ne comprend pas. On est obligé d'accompagner chaque fois les camions pour venir voir clair, parce que nous, on marche sur le règlement de 14. Les amendes au niveau du moratoire, c'est 4 000 francs pour tous ceux qui font le trafic national et 11 000 pour tous ceux qui font le trafic international, ceux qui sortent de la Côte d'Ivoire ou qui utilisent des véhicules étrangers pour faire leurs activités de transport. Mais lorsque vous êtes en extrême surcharge, ces taux passent à 20 000 la tonne
pour le national et 60 000 la tonne pour l'international. La mise en œuvre du règlement 14 en Côte d'Ivoire en quelques mois seulement a donné des résultats probants à la satisfaction des acteurs du secteur. Le surcharge, il tue les camions, il tue les chauffeurs et il tue la route. Avec l'application du règlement 14, je peux dire que tout ça, c'est derrière nous. Maintenant, nous sommes en train de partir vers l'application intégrale du règlement 14. Mais cela demande pour nous, transporteurs routiers ivoiriens, qu'il y ait une attitude de concomitance entre l'ensemble des ports et même des pays qui n'ont pas de façade littorale pour que véritablement le règlement 14 s'applique en temps réel aussi bien à Abidjan, à Tema, à Lomé, à Cotonou et à Lagos. Mais pour y arriver, il convient de résorber certaines difficultés, notamment l'absence de mesures d'accompagnement. Je dois prendre 35 tonnes normalement, j'ai 40 tonnes, mais quand on me pèse, je ne dois plus continuer avec 5 tonnes. Même si je paye l'amende, mais je dois détruire encore la route pour partir. On doit enlever le supplément là pour garder dans un magasin. Deuxième chose, nous avons demandé toutes les sociétés, les cimentiers, tout le monde n'a qu'à être occupé de pompes bascules. L'éradication totale des surcharges est un gage de la préservation et de la durabilité des infrastructures routières en Afrique de l'Ouest. C'est pourquoi l'engagement ferme de tous les États membres de l'UEMOA, à l'image du Niger, du Ghana et du Togo, à lutter contre la surcharge est un impératif. Nous restons en économie. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a remis hier des chèques à 45 femmes entrepreneurs pour une valeur totale de 703 millions de nos francs. Cette troisième cérémonie de remise s'inscrit dans le cadre de la convention entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, convention signée en février 2017. Nadia Edja, chèque Koni. 703 millions de francs CFA octroyés à des femmes entrepreneurs de Côte d'Ivoire dans le cadre du Fonds pour l'entrepreneuriat féminin. Marie Aka, la cinquantaine, est l'une des bénéficiaires. Propriétaire d'une entreprise de services de traiteurs depuis 30 ans, Marie emploie 25 personnes. Elle a reçu un chèque de 10 millions de francs CFA. Je suis vraiment heureuse d'avoir été choisie parmi les récipiendaires pour recevoir ce chèque qui me permettra de booster mon activité. Comme Marie, 44 autres entrepreneurs féminins ont pu bénéficier de ces fonds allant de 5 à 50 millions de francs CFA. J'ai reçu un chèque de 15 millions. C'est vrai qu'au début, on n'y croyait pas trop. On s'est dit, est-ce que ça valait la peine de postuler? Et nous l'avons fait. Aujourd'hui, nous sommes récompensés. Notre capacité de production était vraiment très faible. On n'avait même pas de fonds de roulement. Je pense qu'avec ça, on pourra vraiment moderniser nos équipements, avoir un fonds de roulement et puis vraiment pouvoir répondre au marché national comme international. Des prêts remboursables avec un taux d'intérêt de 8%. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME a exhorté les bénéficiaires à un bon usage de leurs chèques tout en assurant l'engagement de l'État à leur côté. Je voudrais assurer les femmes entrepreneurs et toutes les femmes de Côte d'Ivoire de la volonté du gouvernement ivoirien d'accompagner résolument toutes les actions des femmes entrepreneurs et toute action visant à assurer aux femmes ivoiriennes une véritable autonomie sociale et économique. Je vous encourage à en faire un bon usage en remboursant à bonne date les crédits empruntés. Vous devez constituer des Ivoiriens nouveaux au service de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est la condition pour que plusieurs autres femmes entrepreneurs puissent à leur tour bénéficier également de ce programme. Depuis son lancement en août 2017, 80 projets féminins ont été financés pour un coût de 1,317 milliard de francs CFA sur les 5 milliards prévus pour l'accompagnement des projets des femmes. Pour une meilleure absorption de ces fonds, le projet sera étendu aux villes de l'intérieur du pays. Des nouvelles du Hajj 2018 à Médine, les pèlerins ivoiriens profitent de leur séjour pour visiter les sites historiques de l'islam.
Ils se sont rendus dans les mosquées de Kouba et Kiblaten. Ils ont également visité les montagnes de Uhud, lieu où sont enterrés les martyrs de l'islam. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux en Arabie Saoudite. C'est la première mosquée construite par le prophète Mohammed, prophète de l'islam. La mosquée Kouba à Médine, prise d'assaut par les candidats au Hajj venus du monde entier. Les pèlerins ivoiriens profitent de leur séjour dans la ville pour découvrir ce lieu de culte. Une mosquée basée et fondée sur la piété. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude chaque samedi de faire ses ablutions chez lui à la maison. Soit il vient sur une monture ou bien il vient à pied pour venir visiter cette mosquée, venir faire 2 rakats. C'est la première mosquée qui a été construite par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une grâce. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné l'occasion d'effectuer ce voyage, de pouvoir réaliser les 2 rakats. La mosquée Kiblaten, appelée la mosquée des 2 directions, attire également l'attention des pèlerins ivoiriens. Quand les compagnons ont fini la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont venus trouver les autres compagnons ici qui se dirigeaient vers l'ancienne direction. Donc, à séance tenante, ils leur ont donné, comme on appelle, l'information. Et eux aussi, ils avaient fait 2 rakats. Donc, dans la prière, au lieu de rompre la prière, non, ils sont dirigés automatiquement vers la nouvelle direction. Toujours dans la ville de Médine, les pèlerins ivoiriens se rendaient dans un autre lieu, les montagnes de Uhud, un lieu symbolique dans l'histoire de la religion musulmane. Pour ne pas désobéir, ceux qui sont vos guides, ceux qui sont devant vous, donc on vient les montrer de ne pas désobéir et puis de rester soudés dans le rang musulman. J'ai prie Dieu que tous les musulmans du monde entier puissent avoir ce bonheur. La visite de ces différents sites historiques de l'islam met ainsi fin aux activités des pèlerins ivoiriens à Médine. Dans quelques jours, cap sera mis sur la ville de la Mecque pour d'autres actions liées au Hajj. Au Mali, l'opération de dépouillement se poursuit après l'élection présidentielle du dimanche 29 juillet dernier. La vie a repris son cours dans le pays et les populations sont dans l'attente des résultats qui seront connus d'ici à vendredi prochain. Nos envoyés spéciaux au Mali nous en parlent. La présidentielle de 2018 au Mali, un scrutin satisfaisant, calme et acceptable. C'est le constat fait par l'Union africaine et une mission nationale d'observation, la COSEM, Coalition pour l'observation citoyenne des élections au Mali. Dans l'ensemble, le vote s'est bien déroulé et les procédures de vote ont été bien respectées dans les bureaux observés. Au regard des données recueillies par les observateurs et observatrices et traitées par la COSEM. L'Union africaine salue les efforts du gouvernement, de la classe politique, la société civile, les populations, de la presse et de tout le peuple malien et de la communauté internationale qui ont concouru au scrutin globalement acceptable. L'Union européenne, qui note que des incidents ont eu lieu dans le centre et le nord du Mali, déplore que le climat sécuritaire n'ait pas permis le déploiement de sa mission à Kidal. L'Union européenne fait quelques recommandations pour une crédibilité du scrutin. La mission de l'Union européenne, qui a suivi le dépouillement des votes et qui poursuit son observation de la centralisation des résultats, renouvelle sa demande adressée aux autorités de publier la liste complète et détaillée des bureaux de vote où le vote n'a pas eu lieu, dans un souci de transparence et de préservation de l'intégrité du scrutin. Nous demandons en outre la publication en ligne de l'ensemble des résultats, bureau de vote par bureau de vote. La mission se félicite du comportement responsable et de la maturité affichée par les acteurs politiques jusqu'à présent. Toutefois, j'invite les candidats à faire preuve de mesure, tout comme la loi l'indique, en évitant d'annoncer leur propre estimation avant publication des résultats provisoires par l'administration électorale. Après la synthèse de ces observations sur l'ensemble du processus électoral, la mission de la COSEM, de l'Union africaine et de l'Union européenne ne s'arrête pas. Elle continue jusqu'à la proclamation des résultats, tout comme celle de nombreux autres observateurs. Vous venez plutôt de suivre le point de la mission d'observation dans le cadre de l'élection présidentielle au Mali.
Au Comores, le projet de réforme constitutionnelle renforçant les pouvoirs du président a été approuvé par 92,74% des suffrages lors du référendum organisé hier. Le projet permet au président d'effectuer 2 mandats de 5 ans consécutifs et non plus un seul. Il supprime les 3 postes de vice-président ainsi que la Cour constitutionnelle, plus haute instance judiciaire des Comores. Il fait également de l'islam la religion d'État dans ce pays à 99% musulmans. Une note triste dans ce journal, le monde de la communication est en deuil. Laurent Banga n'est plus. Il a tiré sa révérence dimanche dernier. Ex-grand reporter à RTI 1, Laurent Banga a passé 25 ans de sa vie à la télévision ivoirienne. Il a été présentateur du journal, puis présentateur d'émissions telles que Ma part de vérité et Droit dans les yeux. Fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. À demain, même heure.